Le vent froid de l'automne lyonnais pinçait les joues de Geneviève, mais elle ne s'attendait pas à ce que le véritable froid l'attende, non pas dans l'air, mais sur le palier de sa propre maison. Durant le trajet en taxi depuis la gare de la Part-Dieu, elle avait regardé avec plaisir les rues familières défiler. Une semaine passée chez son amie Colette à la campagne lui avait fait du bien, mais la douce routine de sa vie lyonnaise lui avait manqué. Elle pensait aux plantes vertes qu'il faudrait arroser, aux courriers accumulés, et peut-être à un appel à Julien dans la soirée pour lui raconter son séjour. Elle avait réglé la course avec un pourboire généreux, le cœur léger à l'idée de retrouver le confort et la quiétude de son foyer. En poussant la lourde porte cochère de l'immeuble, l'odeur familière de la cire d'abeille et du bois ancien dans le grand escalier la réconforta un instant, un parfum de stabilité et de souvenir. Mais ce sentiment s'évapora brutalement lorsqu'elle atteignit le 2e étage. Son souffle se coupa. Sur le palier, devant sa propre porte, se trouvaient plusieurs cartons de déménagement, soigneusement fermés et empilés. Un instant, l'incrédulité la submergea. Une erreur ? Un voisin qui déménageait ? Mais ses yeux reconnurent ses propres affaires. Sa lampe de lecture au pied en laiton, celle que Richard lui avait offerte pour qu'elle puisse lire au lit sans l'éblouir. La pile de romans de Patrick Modiano, son auteur fétiche. Le petit vase en céramique légèrement ébréché, souvenir d'un week-end en amoureux à Gordes, des années auparavant. C'était bien sa vie, méthodiquement emballée et déposée sur le seuil comme un colis indésirable. Son regard se figea sur 2 cadres photos posés délicatement sur le carton du dessus, l'un de Richard, son sourire figé à jamais dans le temps, l'autre d'elle et Julien, le jour de sa remise de diplôme, la fierté illuminant son visage. Une feuille de papier blanc, pliée en 2, était glissée sous le cadre de son mari. D'une main qui tremblait si fort qu'elle eut du mal à la contrôler, elle s'avança et prit la note. Le papier était froid, impersonnel. L'écriture de son fils, cette écriture qu'elle avait guidée lorsqu'il était enfant, était immédiatement reconnaissable. Mais les mots qu'elle formait étaient ceux d'un étranger. « Désolée maman, il n'y a plus de place pour toi. » Elle relut la phrase. 1 fois. 2 fois. Les mots ne semblaient pas avoir de sens, comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Puis, la signification la frappa avec la violence d'un coup de poing en pleine poitrine. Le monde autour d'elle devint silencieux. Les bruits de la ville, les portes qui claquaient au loin, tout disparut. Il n'y avait plus que le bourdonnement assourdissant du sang dans ses oreilles et la brutalité de ces quelques mots. Elle ne frappa pas. Elle n'appela pas. À quoi bon ? Les mots sur le papier étaient une porte fermée, plus solide que le chêne de celle qui lui faisait face. Avec un calme qui la surprit elle-même, un calme né du choc le plus total, elle ouvrit l'un des cartons. Elle en sortit une petite valise qu'elle gardait pour les courts séjours. Méthodiquement, comme une automate, elle y plaça sa trousse de toilette, une chemise de nuit, un pull en cachemire pour se protéger du froid. Elle prit ensuite les 2 cadres photos, les enveloppant avec soin dans le pull. Elle ajouta la petite boîte à bijoux contenant la broche de Richard. C'était tout. Elle ne pouvait pas prendre plus, et elle ne voulait pas fouiller davantage dans les débris de sa vie. Elle referma la valise, la prit à la main, et tourna le dos à la porte, à l'appartement, à 40 ans de sa vie. Chaque pas dans l'escalier résonnait dans le silence, le son solitaire de sa propre défaite. Elle ne jeta pas un seul regard en arrière. Dehors, la nuit commençait à tomber, rendant le vent encore plus mordant. Elle marcha sans but pendant un moment, avant de repérer l'enseigne discrète d'un petit hôtel. La chambre était propre, impersonnelle, sentant le désinfectant. Elle s'assit sur le bord du lit, la valise encore à la main. Le silence de la pièce était différent de celui de l'escalier, il était vide, oppressant. Elle se força à se lever, but un verre d'eau du robinet, et seulement alors, elle sortit son téléphone de son sac. L'écran était noir. Elle l'alluma, le cœur battant d'un dernier espoir absurde. Pas un appel manqué. Pas un seul message. Rien. Ce silence numérique était la confirmation finale, la signature de l'acte. Alors que la nuit s'installe, elle ne ressent pas de la tristesse, mais une clarté froide et coupante. Elle comprend que ce n'était pas une impulsion, mais la conclusion d'un plan mûrement réfléchi. La lumière grise du matin lyonnais n'apportait aucun réconfort, seulement la certitude qu'hier n'était pas un cauchemar.
Geneviève s'éveilla d'un sommeil agité dans la chambre d'hôtel anonyme, le corps endolori, l'esprit étrangement lucide. La veille, le choc l'avait anesthésiée, aujourd'hui, la douleur commençait à s'infiltrer par les fissures de sa torpeur. Elle se força à sortir du lit, à prendre une douche, à s'habiller. Chaque geste était lent, mécanique. Il fallait sortir, marcher, ne pas rester enfermée entre ces quatre murs qui semblaient se rétrécir autour d'elle. Dehors, la ville s'éveillait. Ses pas la portèrent sans qu'elle s'en rende compte vers les quais du Rhône, puis à travers les rues de la Presqu'île, un pèlerinage inconscient à travers les lieux de sa propre vie. Chaque vitrine, chaque place, chaque façade ravivait un souvenir, le petit restaurant où Richard l'avait demandé en mariage, le parc où elle poussait la balançoire de Julien, le cinéma où ils allaient en famille. Lyon n'était plus sa ville, c'était un musée de son bonheur passé. Épuisée, elle finit par s'attabler à la terrasse d'un café traditionnel près de la place Bellecour. C'était un lieu qu'elle aimait pour son atmosphère feutrée, un vestige d'un Lyon plus ancien et plus doux. Elle commanda un café crème et un croissant qu'elle ne toucherait probablement pas, cherchant simplement un moment de répit, un semblant de normalité. C'est alors que son regard fut attiré par un couple installé à une table en face, de l'autre côté de la rue, dans un établissement plus moderne et branché. La femme, blonde et élégante, riait aux éclats, la main posée sur le bras de l'homme assis en face d'elle. L'homme lui sourit en retour, l'air détendu et heureux. Geneviève sentit son cœur se serrer. C'était eux. C'était Chloé et Julien. La trahison, qu'elle avait lue la veille sur un morceau de papier, se matérialisait devant elle dans toute sa cruelle insouciance. Ils n'avaient pas l'air de conspirateurs, ils avaient l'air d'un couple d'amoureux planifiant leur avenir. Sur leur table, une brochure aux couleurs vives était ouverte. Même de loin, Geneviève pouvait lire les mots en grand, les terrasses du parc, l'un des nouveaux programmes immobiliers de luxe dont tout le monde parlait. Ils construisaient leur futur sur les ruines de sa vie, et ils le faisaient en riant. Elle se sentit soudain invisible, comme si elle regardait une scène à travers une vitre sans teint. Elle but son café d'une traite, le liquide brûlant la ramenant brutalement à la réalité. Pour fuir cette vision insoutenable, elle paya et se dirigea vers la bibliothèque municipale. Si elle ne pouvait trouver refuge chez elle, elle le trouverait au milieu des livres, dans le silence et l'ordre. Elle s'installa dans un fauteuil en cuir un peu usé, dans un coin tranquille. Le silence respectueux du lieu, l'odeur du vieux papier, tout cela eut un effet apaisant. Elle ferma les yeux, essayant de reprendre son souffle. Geneviève ? Geneviève Dubois, c'est bien vous ? La voix était claire, pleine d'une énergie qu'elle reconnut immédiatement. Elle ouvrit les yeux. Hélène Martin se tenait devant elle, un sourire chaleureux sur le visage. Son ancienne collègue, son amie perdue de vue, toujours aussi chic et vive. La voir là, si soudainement, était comme une lumière qui perçait les ténèbres. Elles s'installèrent à une petite table. Après les effusions de la surprise, Hélène la dévisagea avec plus d'attention. « Tu as l'air fatiguée, ma chère. Tout va bien ?» Geneviève tenta de minimiser, parlant de quelques soucis familiaux. Mais Hélène, avec l'intuition qui ne l'avait jamais quittée, ne fut pas dupe. Elle posa sa main sur celle de Geneviève. « Écoute, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois bien que c'est sérieux. Et ça me rappelle l'histoire terrible qui est arrivée à une autre de nos anciennes collègues, tu te souviens de Martine ? Ses enfants ont réussi à la faire passer pour incapable de gérer ses biens pour vendre sa maison. Elle a tout perdu avant même de comprendre. » Le regard d'Hélène était intense, plein d'une inquiétude sincère. Dans ces histoires de famille et d'argent, la naïveté est notre pire ennemi. La première chose à faire, la seule chose qui compte vraiment maintenant, c'est de vérifier tes papiers. Le titre de propriété. Tout ce qui est officiel. Les mots d'Hélène furent un électrochoc. Ils balayèrent le désespoir pour y semer les graines de la colère, une colère juste et nécessaire. Geneviève se souvient soudain de la clé de son vieil atelier au-dessus d'une librairie à la Croix-Rousse, un endroit secret que personne ne connaît. Pour la première fois, une lueur de stratégie brille dans ses yeux. Le son d'une vieille clé tournant dans une serrure silencieuse depuis des années était le son du passé qui venait armer le futur. L'avertissement d'Hélène avait agi sur Geneviève comme un puissant catalyseur. Elle quitta la bibliothèque avec une nouvelle énergie,
une mission qui donnait un sens à son errance. Elle traversa la Saône et monta en direction de la Croix-Rousse. Ce quartier d'artistes, avec ses ruelles escarpées et ses passages secrets, les traboules, avait toujours symbolisé pour elle une forme d'indépendance et de créativité. C'était là, au dernier étage d'un immeuble ancien abritant une librairie au rez-de-chaussée, qu'elle avait conservé son atelier, un espace de travail qu'elle avait gardé après avoir cessé son activité de conseil. Un havre de paix et de souvenirs, mais surtout, une forteresse pour ses archives les plus importantes. L'air à l'intérieur était lourd de poussière et de l'odeur caractéristique du vieux papier et de la térébenthine. Des meubles recouverts de draps blancs se dessinaient comme des fantômes dans la pénombre. Cet endroit, autrefois son refuge intellectuel, devenait aujourd'hui le théâtre de sa reconquête. Elle ne perdit pas de temps en nostalgie. D'un pas décidé, elle alla jusqu'au grand classeur métallique qui trônait dans un coin. Ses doigts parcoururent les étiquettes jaunies par le temps. Client AD, contrat 2005 à 2010, personnel. Et enfin, celui qu'elle cherchait, appartement, rue Auguste Comte. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle sortit le dossier suspendu, le posa sur son ancien bureau et l'ouvrit. À l'intérieur, sa vie administrative était parfaitement conservée. Et au sommet de la pile, le document sacré, le titre de propriété original. Le papier était épais, officiel, portant le sceau de la République. Elle le prit dans ses mains, ce n'était pas juste un document, c'était l'encre de son existence, la preuve tangible de 40 ans de travail et de vie commune avec Richard. Son nom, Geneviève Dubois, et celui de son mari, y figuraient en toutes lettres. Seule. Dans une autre chemise cartonnée, elle trouva ce qu'elle cherchait ensuite, les copies des factures récentes et les formulaires de changement de domiciliation bancaire. Avec le sang-froid d'une ancienne consultante habituée à examiner les détails, elle sortit un vieux chéquier de son sac pour comparer les signatures. La supercherie était presque insultante dans sa maladresse. La boucle de son G était trop ronde, le trait du B de son nom de famille hésitant. Une imitation, une fraude. La colère froide et pure qui l'envahit était une force motrice. Ce n'était plus seulement une trahison, c'était un délit. Son premier appel fut pour Hélène. Sa voix n'était plus celle d'une femme brisée. Elle était calme, factuelle. Et Hélène, je les ai. J'ai les preuves. Le titre de propriété et les signatures imitées. Tout est là. Le soulagement dans la voix d'Hélène fut immense, rapidement suivi par une admiration non dissimulée. Je n'en attendais pas moins de toi, Geneviève. J'ai déjà pris les devants. J'ai obtenu un rendez-vous pour demain après-midi avec une avocate spécialisée dans ce genre d'affaires. Elle s'appelle Isabelle Renaud. On l'a dit redoutable. Précise, discrète, et d'une ténacité incroyable. C'est elle qu'il nous faut. Le cabinet de Maître Renaud, situé dans un immeuble élégant de la Presqu'île, était à l'image de sa réputation, sobre, ordonnée, dégageant une aura de compétence tranquille. Maître Isabelle Renaud, une femme d'une 60aine d'années au regard vif et intelligent, les reçut avec une poignée de main ferme. Accompagnée d'Hélène, Geneviève se sentit plus forte. Elle exposa les faits sans emphase, puis déposa les documents sur le bureau en bois précieux. L'avocate les examina en silence, un par un, son visage ne trahissant aucune émotion. Le silence s'étira, un silence d'analyse profonde. Enfin, elle releva la tête et son regard croisa celui de Geneviève. Madame Dubois, votre dossier est solide. La propriété est incontestable et la fraude, manifeste. Nous allons agir sur le champ. D'abord, une notification au service de la publicité foncière pour geler toute transaction sur votre bien. Ensuite, je rédige une mise en demeure formelle qui sera signifiée à votre fils par un huissier de justice. Maître Renaud lève les yeux des documents, regarde Geneviève et dit avec une assurance tranquille, « Madame Dubois, nous allons rétablir la vérité. Ils vous ont sous-estimé. C'est leur plus grande erreur. » Au moment où Geneviève se sent enfin en sécurité, la secrétaire de l'avocate entre et annonce « Maître, l'huissier de justice est en ligne. Il confirme pouvoir signifier la mise en demeure à monsieur votre fils dès demain matin. » L'offensive est lancée. Nous arrivons à un tournant décisif dans l'histoire de Geneviève. La bataille ne fait que commencer.
Si son courage et sa détermination vous touchent, et si vous êtes toujours avec nous, merci de nous le faire savoir en commentant. Ci-dessous. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de la suite de ce combat pour la justice. Votre soutien précieux nous permet de continuer à créer et partager ces récits qui, nous l'espérons, vous informent et vous inspirent. Maintenant, retournons à l'histoire. Le silence qui suivit l'offensive juridique n'était pas un silence de paix, mais celui, lourd et vibrant, d'un animal blessé se préparant à riposter. Le lendemain matin, l'huissier de justice, un homme d'une 50aine d'années au visage impassible, pénétra dans l'espace de travail moderne et lumineux où Julien occupait un poste de manager. L'atmosphère de l'open space, habituellement animée par le cliquetis des claviers et les conversations feutrées, sembla se figer lorsque la silhouette officielle et sombre demanda à parler à Monsieur Julien Dubois. La scène, bien que menée avec la plus grande discrétion, fut un petit théâtre dont aucun collègue ne perdit une miette. Les regards curieux suivirent Julien jusqu'à la réception où, blême, il accepta l'enveloppe à en-tête officielle. De retour dans le sanctuaire de son bureau vitré, il la déchira avec une fureur contenue. Les mots étaient précis, froids, implacables. Mise en demeure, sommation de cesser toute occupation illégale, propriété exclusive de Madame Geneviève Dubois, action judiciaire. Chaque terme juridique était un coup de poignard dans son arrogance. Sa première réaction fut une vague de colère. Comment sa mère avait-elle osé? Comment avait-elle pu escalader la situation à ce point, l'humilier sur son lieu de travail? Puis, la peur s'installa, une peur froide qui lui noua l'estomac en lisant les conséquences potentielles de ses actes. Il attrapa son téléphone, le besoin de reprendre le contrôle, de crier, de la forcer à reculer, le submergeant. Dans sa chambre d'hôtel, qui lui servait désormais de forteresse, Geneviève vit le nom de Julien s'allumer sur l'écran de son téléphone. Son cœur fit un bond, un réflexe conditionné par 30 ans de maternité. L'envie de répondre, de l'entendre, de peut-être comprendre, était immense. Mais la voix calme de Maître Renaud résonna dans son esprit, le silence est notre allié le plus puissant. D'un doigt tremblant mais résolu, elle appuya sur le bouton pour ignorer l'appel. 1 fois. 2 fois. 10 fois. C'était l'un des gestes les plus difficiles de sa vie, et le plus libérateur. Elle posa le téléphone face contre la table. Quelques minutes plus tard, il vibra à nouveau. Un message. Mais il ne venait pas de Julien. C'était Chloé. Tu n'étais pas obligé d'en arriver là. La phrase était un poignard d'ingratitude. Pas de regret, pas d'excuse. Juste un reproche. La dernière parcelle de doute de Geneviève s'envola. Il ne regrettait rien. Il regrettait seulement d'avoir été pris. Elle transféra le message à Hélène, qui répondit par une seule phrase, l'audace. Ne cède pas, mon ami. Tu es plus forte qu'eux. Plus tard, lors d'un appel avec Maître Renaud, celle-ci lui confirma que leur stratégie fonctionnait à merveille. Et comme prévu, leur précipitation les trahit. Une agence immobilière nous a contactés discrètement. Ils avaient reçu un appel de monsieur votre fils et de sa compagne pour une estimation urgente de votre appartement en vue d'une vente rapide. Notre notification au service de la publicité foncière a tout bloqué net. L'agence a été informée de la situation et s'est retirée. Ils sont aux abois, Madame Dubois. C'est excellent. Entendre cela renforça la conviction de Geneviève. Elle n'était plus une victime passive, elle était une adversaire stratégique. En fin de soirée, alors qu'elle lisait un livre pour tenter de trouver le sommeil, son téléphone vibra une dernière fois. Un nouveau message arrive, de Julien cette fois. Le ton a changé, il est faussement calme et conciliant. Maman, il faut qu'on parle. Pour mettre les choses au clair. Samedi, à l'appartement. L'invitation au duel final est lancée. Samedi arriva sous un ciel gris, non comme la promesse d'une réconciliation, mais comme la scène d'une vérité qui ne pouvait plus être cachée. Ce matin-là, Geneviève se prépara avec une lenteur cérémonieuse. Elle choisit une robe bleu marine sobre, d'une coupe impeccable, qui lui donnait une assurance tranquille. Elle attacha à son col la petite broche en argent que Richard lui avait offerte, un talisman qui la reliait à une époque de respect et d'amour inconditionnel. C'était son armure.
En bas de l'immeuble, maître Renaud l'attendait dans sa berline. Le trajet se fit en silence, un silence non pas pesant mais rempli d'une concentration mutuelle. « Laissez-moi parler, Geneviève, dit simplement l'avocate. Votre silence sera votre plus grande force aujourd'hui. » Geneviève hocha la tête, reconnaissante. Lorsqu'elles sonnèrent à la porte de l'appartement, ce fut Chloé qui leur ouvrit. Elle affichait un sourire éclatant, mais ses yeux trahissaient une nervosité à peine contenue. « Entrez, je vous en prie, dit-elle d'une voix qu'elle voulait chaleureuse. Julien se tenait en retrait dans le salon, les mains dans les poches, l'air d'un adolescent pris en faute. Le salon avait été transformé. Le fauteuil confortable de Geneviève avait été remplacé par un canapé design et froid, et un grand tableau abstrait et criard ornait le mur où se trouvaient autrefois ses photos de famille. C'était une tentative flagrante d'effacer sa présence, de réécrire l'histoire du lieu. Sur la table basse, un plateau de fromages affinés et des pâtisseries d'un grand nom lyonnais attendaient, une mise en scène grotesque de convivialité. Elles s'assirent. Chloé se lança aussitôt dans un monologue qu'elle avait visiblement répété. « Nous sommes vraiment heureux que vous ayez accepté cette invitation. Il est temps d'avoir un dialogue constructif. Nous comprenons que la situation ait pu créer des émotions, mais nous voulions simplement vous aider, vous soulager du fardeau de la gestion quotidienne. » Elle parlait de « synergie familiale », de « solution gagnant-gagnant », un jargon d'entreprise totalement déconnecté de la trahison qu'ils avaient commise. Geneviève l'écoutait sans ciller, son calme désarmant Chloé plus que n'importe quelle interruption. Elle regardait son fils, qui évitait son regard, fasciné par le motif du tapis. Quand Chloé marqua une pause pour reprendre son souffle, maître Renaud se pencha en avant. Avec une précision chirurgicale, elle posa son porte-documents en cuir sur la table, le bruit sec faisant sursauter Julien. « Merci, madame, pour ces précisions, dit-elle d'une voix neutre. Maintenant, permettez-moi de clarifier les faits, tels qu'ils sont, et non tels qu'on voudrait qu'ils soient. » Le sourire de Chloé disparut net. L'avocate ouvrit son dossier. Fait numéro 1, Madame Geneviève Dubois est l'unique propriétaire de ce bien depuis 1985. Voici le titre de propriété original. Elle le sortit et le laissa visible. Fait numéro 2, le 12 octobre dernier, une demande de changement de domiciliation des factures a été soumise en utilisant cette signature. Elle sortit une copie du document frauduleux. Une signature qui, comme une expertise graphologique le confirmera aisément, n'est pas celle de ma cliente. Le visage de Julien devint cireux. Fait numéro 3, il y a 3 jours, une tentative de demande de prêt hypothécaire a été effectuée auprès de la Banque Populaire, en utilisant les informations de ma cliente. Tentative immédiatement bloquée par nos soins. Maître Renaud referma son dossier avec lenteur. En droit français, ces agissements sont qualifiés de faux et usage de faux, et de tentative d'escroquerie. Des délits passibles de poursuite pénale. Ma cliente, dans sa grande mansuétude, a décidé pour l'instant de ne pas porter plainte. Ceci n'est donc pas une discussion, monsieur, madame. C'est une confirmation. Mon conseil avisé serait de quitter les lieux sous 48 heures et de cesser toute forme d'interférence. Toute nouvelle tentative aura des conséquences judiciaires immédiates et sévères. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Chloé était pétrifiée, sa façade de contrôle pulvérisée. Julien, lui, semblait s'être tassé sur lui-même, anéanti. Geneviève se lève. Elle regarde son fils, sans colère, mais avec une immense tristesse, et prononce ces seules vraies paroles de la rencontre, « Tu as cru que je n'existais plus. » Puis, elle se détourne et marche vers la porte, les laissant seuls au milieu des ruines de leur cupidité. Parfois, fermer une porte derrière soi est la seule façon d'en ouvrir une nouvelle, non pas sur une autre pièce, mais sur une autre vie. En sortant de l'immeuble, l'air frais de Lyon sembla laver le visage de Geneviève. Elle inspira profondément, non pas un soupir de triomphe, mais de soulagement. La bataille était terminée. Dans la voiture qui la ramenait à son hôtel, maître Renaud respecta son silence. Il n'y avait rien à ajouter. La loi avait parlé, et la vérité avait été rétablie. Ce n'était pas une victoire joyeuse, mais une douloureuse et nécessaire remise en ordre des choses.
Pour la première fois depuis une semaine, Geneviève ne se sentait plus comme une réfugiée, mais comme une femme qui venait de reprendre les rênes de son destin. Les jours suivants, dans la neutralité de sa chambre d'hôtel, elle réfléchit. L'appartement lui appartenait de nouveau, sans conteste. Elle pouvait y retourner, y réinstaller ses affaires, effacer les traces du passage de Chloé. Mais l'idée lui laissait un goût amer. Les murs étaient imprégnés de la trahison, chaque pièce souillée par le souvenir de leur plan. Revenir aurait été comme vivre dans le fantôme d'une vie passée, une vie où elle avait été naïvement heureuse. Elle comprit alors que la bataille qu'elle avait menée n'avait pas pour but de récupérer des murs, mais de recouvrer sa dignité. L'appartement n'était qu'un symbole. Pour vraiment guérir, elle devait se défaire de ce symbole. La décision s'imposa à elle, claire et libératrice, elle allait vendre. Elle appela maître Renaud pour lui faire part de sa décision. L'avocate, loin d'être surprise, sembla comprendre parfaitement. « C'est une décision très sage, Geneviève, lui dit-elle. Parfois, la meilleure façon de tourner la page est de changer de livre. » Elles organisèrent la mise en vente avec une agence immobilière de confiance. Julien et Chloé, fidèles à la sommation, avaient quitté les lieux dans les 48 heures, laissant l'appartement vide et silencieux. Il n'y eut plus d'appels, plus de messages. Un silence total, définitif. Mais Geneviève avait une dernière chose à régler. Ce n'était pas une vengeance, mais un acte de justice finale. Elle demanda à maître Renaud de rédiger une dernière lettre à l'attention de son fils, une lettre qui serait envoyée une fois la vente finalisée. Quelques semaines plus tard, l'appartement était vendu. La lettre fut envoyée. Elle était courte et factuelle. Elle informait Julien que le produit intégral de la vente de l'appartement familial avait été transféré pour constituer le capital de départ de la Fondation du Bois. Le document précisait l'objet de la fondation, fournir une aide juridique et un soutien au logement pour les femmes de plus de 60 ans victimes d'abus de confiance familiaux. Hélène Martin était nommée directrice exécutive, et maître Isabelle Renaud présidente du conseil d'administration. Geneviève n'héritait de rien, et en même temps, elle léguait tout. Épilogue. 6 mois ont passé. Nous retrouvons Geneviève dans son nouvel appartement. Il est plus petit, mais baigné de lumière, avec une vue sur les toits de la Croix-Rousse. Chaque objet a été choisi par elle, pour elle. Ses livres sont rangés sur des étagères blanches, la photo de Richard est posée sur sa table de chevet, et sur le rebord de la fenêtre, un pot de lavande commence à fleurir. Sa nouvelle vie est faite de rituels simples et apaisants, le café du matin en lisant le journal, de longues promenades le long des quais, et l'écriture, dans un carnet à la couverture de cuir souple. Elle écrit l'histoire de sa vie, non pas avec amertume, mais avec la sagesse de celle qui a survécu. Ce matin-là, elle ouvre une lettre. L'en-tête est celui de la Fondation du Bois. C'est une lettre d'une femme de Marseille, qui raconte comment la Fondation l'a aidée à contester la tutelle abusive que son fils tentait de lui imposer. Elle termine sa lettre par ces mots, « Vous ne me connaissez pas, madame, mais vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez rendu ma dignité. » Un sourire calme illumine le visage de Geneviève. Elle regarde par la fenêtre le soleil qui se lève sur Lyon. Elle a compris que la guérison ne consistait pas à oublier, ni même à pardonner, mais à construire quelque chose de nouveau et de beau sur l'espace que la douleur avait libéré. Elle n'avait pas seulement repris sa vie en main. Elle lui avait donné un sens nouveau, plus grand et plus lumineux.